Allez, on plonge aujourd'hui au cœur d'un texte absolument incontournable pour quiconque prépare une explication de niveau avancé, comme un examen de doctorat par exemple. On va décortiquer de l'amour du siècle antique, le célèbre rondeau de Clément Marot. L'objectif de ce commentaire linéaire, c'est vraiment de voir comment Marot utilise une forme poétique hyper stricte pour balancer une critique morale féroce sur la perte des valeurs. C'est un texte dense, fascinant, qui résume à lui seul toute la tension d'un XVIe siècle coincé entre les mondanités de la cour de François Ier et l'émergence des grands idéaux humanistes. Voici comment on va procéder pour construire notre analyse. D'abord le contexte littéraire, ensuite la mécanique du rondeau, puis on fera une lecture strophe par strophe. Le passé idéalisé, l'engagement et le plaisir, la corruption du présent, pour finir sur une conclusion solide abordant la tension propre à la Renaissance. Commençons tout de suite par notre première partie, le contexte littéraire de l'auteur, qui est une véritable clé de lecture. Il faut bien garder en tête que Clément Marot, c'est l'incarnation même de la figure de transition. Il fait le pont entre les grands rhétoriqueurs du Moyen-Âge et les débuts de l'humanisme, et sa poésie, elle est littéralement collée à sa vie, qui a été pour le moins mouvementée. Entre ses exils à répétition, notamment après l'affaire des placards, et les persécutions religieuses, son œuvre subit une vraie fracture. Il passe du statut de poète amuseur, roi du badinage élégant, à celui d'un authentique moraliste à la voix beaucoup plus sombre et critique. Pour bien illustrer cela, prenons son recueil de jeunesse, L'adolescence clémentine, paru en 1532. Ça, c'est la période avant. Quand il finit par publier la section des rondeaux dans ses œuvres en 1538, le ton a complètement changé. Le courtisan frivole a laissé la place à un observateur amer, quelqu'un qui n'hésite plus à fustiger l'hypocrisie et les faux semblants de son époque. Passons à notre deuxième point, la forme du rondeau, et comment elle fusionne totalement avec le fond du texte. Alors, un rondeau, c'est une forme poétique fixe construite sur le retour du demi-vers initial. Et là, pour une analyse pointue, il est crucial de souligner que ce choix est absolument pas une simple pirouette technique. Non, cette structure circulaire, c'est la métaphore architecturale parfaite du poème. Le retour implacable du refrain mime le mouvement même de la nostalgie. C'est l'obsession de l'auteur de voir le temps se replier sur lui-même pour faire revenir cet âge d'or définitivement perdu. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'analyse linéaire de la première strophe, l'établissement de ce fameux passé idéal. Dès l'ouverture, on est frappé par ce refrain lancinant. Écoutez bien. Au bon vieux temps, un train d'amour régnait, qui sans grand art et don se démenait. Bam! Dès le premier vers, le poème s'ancre dans le célèbre topo du locus amoenus, ce lieu idyllique. On est immédiatement plongé dans un espace-temps mythique, pur et complètement épargné par la corruption du siècle. Et remarquez la technique de Marot. Pour définir cet amour antique, il utilise une définition apophatique, c'est-à-dire une définition par la négative. L'amour d'avant, c'est avant tout l'absence d'art et de don. Il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, le mot art est irrémédiablement synonyme d'artifice, de calcul et de manipulation. En évacuant cet artifice, le poète érige la simplicité nue comme la vertu suprême. Et cette simplicité, elle explose littéralement dans les vers suivants, avec une image d'une fulgurance symbolique inouïe, si qu'un bouquet donné d'amour profonde s'était donné toute la terre ronde. L'hyperbole ici est juste magistrale. On a un objet minimaliste, périssable, un simple bouquet, qui acquiert d'un coup une valeur cosmologique absolue, toute la terre ronde. La rime thématique profonde et ronde vient marteler cette plénitude spirituelle. Ce qui compte, c'est l'intériorité de l'émotion. C'est une critique frontale, directe, de la logique mercantile, des dots et des transactions financières qui gangrénaient les mariages à la cour de François Ier. Allez, on passe à notre quatrième partie avec la deuxième strophe. Ici, le texte glisse de l'engagement spirituel vers le plaisir charnel. Regardez ce vers. « Et si, par cas, à jouir on venait ». L'expression clé, c'est ce « par cas » qui signifie en fait « par hasard ». C'est un détail sémantique qui a toute son importance pour une lecture approfondie. La syntaxe nous prouve que le plaisir physique n'était pas un objectif premier, précipité ou tarifé. C'était simplement la conséquence naturelle, sereine et presque accidentelle d'une affection véritable. Mais attendez, pourquoi Marot coupe-t-il soudainement le fil de son récit avec cette question ? En balançant ce « savez-vous bien », il brise complètement le quatrième mur. Il vient chercher la complicité de son public. C'est une manière brillante de souligner à quel point cette éthique de constance ancienne est devenue une notion extraterrestre, totalement incompréhensible pour des contemporains habitués aux intrigues éphémères de la cour. Et la strophe s'achève sur cette énumération temporelle massive. 20 ans, 30 ans, cela durait un monde, avant de retomber fatalement sur le refrain « au bon vieux temps ». Ce mouvement cyclique vient sceller avec une immense mélancolie la description de cette fidélité inébranlable, tout en nous rappelant cruellement qu'elle a bel et bien disparu. Ce qui nous jette directement dans la cinquième partie, la troisième strophe, celle de la corruption du présent.
C'est ici que le grand basculement s'opère. Marot met en place une opposition brutale. D'un côté, la simplicité et la vérité du passé, et de l'autre, l'artifice, l'hypocrisie et les émotions feintes du présent. Tout ce qu'il a minutieusement construit dans les 2 premières strophes va être démoli en un instant. Et le point de rupture absolu, c'est ce tout petit adverbe temporel au début du vers. Or est perdu ce qu'amour ordonnait. Ce or, qui signifie maintenant, fonctionne comme un électrochoc. C'est une charnière syntaxique dévastatrice qui nous arrache violemment à l'idéalité du fameux locus amoenus pour nous faire atterrir en pleine phase dans un présent cynique. À ce stade, le poète devient le témoin d'un effondrement moral total. Le champ lexical ne trompe pas. Les pleurs fins, c'est la dénonciation de la théâtralité ridicule de la cour. L'échange, c'est l'inconstance vertigineuse des sentiments actuels. On a même une rupture sensorielle avec « on noie » qui veut dire « on entend ». Le silence éloquent, paisible, de l'amour antique a été remplacé par une pure cacophonie de mensonges, un vrai théâtre d'illusions. Mais attention, le poème ne finit pas sur un simple constat de défaite amère. Face à ce vide moral, l'auteur redresse la barre. Il faut premier que l'amour on refonde. Là, la lamentation se métamorphose en un véritable programme éthique, en un manifeste humaniste. La clé de voûte de cette fin, c'est la densité sémantique du verbe « refonde ». C'est un terme emprunté à la métallurgie. On fait fondre le métal pour le purger de toutes ses scories, pour le purifier. C'est l'essence même de l'élan de la Renaissance, ce fameux ad fontes, le besoin vital de retourner aux sources pour régénérer un présent malade. Et quand le refrain, au bon vieux temps, revient pour l'ultime clôture, il s'est affranchi de sa nostalgie passive. Il est devenu un impératif éthique absolu, un vrai appel à l'action. Enfin, on arrive à notre 6e et dernière partie, la conclusion qui permet de lier tous ces éléments pour démontrer la tension propre à la Renaissance. Pour réussir une conclusion de haut niveau sur ce texte, il faut synthétiser l'idée que, sous ces airs de gentils poèmes d'amour, on a affaire à un manifeste implacable sur l'honnêteté. L'alliance entre la forme et le fond est magistrale. Le cadre rigide et circulaire du rondeau devient l'écrin parfait pour exprimer le besoin de restaurer des valeurs perdues. Marot prouve définitivement ici qu'il n'est plus un poète de cour frivole, mais un moraliste profond, qui cristallise le grand paradoxe de son époque. Une admiration éperdue pour l'Antiquité, couplée à l'urgence de réformer le présent. Pour terminer notre analyse, gardons en tête une réflexion un peu provocatrice. Cette fameuse cacophonie de mensonges, ces pleurs fins et cette versatilité que Marot dénonçait avec tant de ferveur au XVIe siècle, est-ce que ça ne résonne pas avec une acuité troublante dans l'artifice de nos propres structures sociales modernes ? On dirait bien que la voix de l'humanisme et cet appel vibrant à l'authenticité n'ont absolument rien perdu de leur pertinence aujourd'hui.